Commençons maintenant par comprendre comment les cellules peuvent s'assembler pour constituer des tissus. Il y a différents types de tissus, les épithéliums, les conjonctifs, les tissus musculaires et les tissus nerveux. On va essayer de voir les particularités de chacun afin de pouvoir les discerner facilement. Tout d'abord, les épithéliums sont les tissus de revêtement ou qui constituent les glandes. On en voit sur le petit schéma plusieurs types qui ont des allures plus ou moins différentes, mais qui ont des points communs. Si on regarde, par exemple, au niveau des poumons, ici, on voit un puzzle de cellules jointives, un véritable tapis de cellules, qui repose sur quelque chose de moins constitué, moins net, comme structure, ce qu'on appelle la lame basale. Mais ici, on a un épithélium unistratifié. Si on regarde au niveau de l'œsophage, ici, on a un épithélium pluristratifié, qui donc là va avoir un rôle de protection, alors que là va avoir un rôle d'échange. Mais il n'y a pas que des épithéliums de revêtement, il y a aussi des épithéliums glandulaires, qui vont constituer, par jonction des cellules, des canaux ou des glandes, qui vont permettre d'envoyer un produit, par exemple ici, dans le tube digestif, pour aider à la digestion. Voyons de plus près justement ce tissu glandulaire. Ici, vous voyez une coupe de pancréas, où on peut isoler des petits îlots qu'on appelle un acinus, où on voit une première cellule jointe avec une seconde, puis une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Ces cellules reposent ici sur une partie blanche qu'on appelle la lame basale, et de l'autre côté, on voit des petits grains colorés en rouge, ce sont les enzymes digestives fabriquées par ces cellules qui vont aller par le canal pancréatique dans le tube digestif pour aider à la digestion. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ces cellules sont polarisées. On a toujours le noyau du côté de la lame basale, ici, et de l'autre côté, les petits grains enzymatiques qui vont aller vers la lumière, ici, du canal qui va envoyer les enzymes vers le tube digestif. Si on fait un croquis, on a bien ici une structure en poche qu'on appelle un acinus, avec une lame basale, c'est le côté où on trouve un noyau important, et de ce côté-là, les petits carrés noirs représentent les grains enzymatiques qui vont être envoyés dans le canal pour aller vers le tube digestif. Comment ces cellules constituent vraiment un sac étanche? Il faut regarder au niveau ici de la bordure vraiment terminale, c'est-à-dire du côté qu'on appelle apical. Là, on a le côté basal contre la lame basale et là, le côté apical à l'apex, au sommet. Voici donc une cellule avec sa lame basale, son noyau volumineux de ce côté-là. On voit un réticulum endoplasmique très important, des mitochondries, et puis des vésicules qui contiennent les grains enzymatiques pour provoquer la digestion et qui vont être envoyés ici vers le canal pancréatique. On note ici aussi sûrement un appareil de Golgi qui doit être là. Voilà. À ce niveau-là, vous avez des jonctions qui sont indiquées. Si on regarde de plus près, on voit qu'il y a plusieurs types de jonctions qui vont permettre vraiment l'étanchéité, le passage impossible de part et d'autre entre les cellules. Donc les épithéliums, c'est ce qu'il y a de plus marquant et c'est ce qui permet de les reconnaître. Ce sont des cellules jointives qui rendent quelque chose d'étanche, comme la peau par exemple. Maintenant, les tissus conjonctifs. Ce sont ceux qui permettent le soutien et la protection et l'alimentation des autres tissus, comme par exemple les épithéliums. Si on regarde un tissu, là on voit plein de cellules ou de structures cellulaires qui ne sont pas jointives les unes les autres, avec de longues fibres qui vont avoir un rôle de maillage et de soutien. Si on fait un schéma pour simplifier cette vue, on obtient des longues fibres, ce qui sont les fibres de collagène par exemple, qui vont permettre la rigidité. Les crèmes anti-rides vont vous promettre de régénérer vos fibres de collagène pour retendre votre peau. Donc c'est pas votre épithélium qui va fuir, il n'y a pas de problème au niveau de l'épithélium, mais bien au niveau du tissu de soutien qui est un peu plus lâche. L'élasticité provient aussi de fibres élastiques, qu'on appelle élastines. Il y a aussi des vaisseaux sanguins qui vont circuler dedans pour pouvoir apporter des nutriments, de l'oxygène aux tissus qui se trouvent au-dessus, comme les épithéliums. On peut aussi avoir des cellules adipeuses qui permettent d'avoir des réserves nutritives, et enfin des macrophages, c'est-à-dire des globules blancs, qui vont permettre d'avoir un rôle de protection. On a donc bien un rôle de lien entre les tissus, un rôle de soutien
par le collagène ou les fibres élastiques, de protection avec les globules blancs et d'alimentation avec les vaisseaux sanguins ou les cellules adipeuses. Alors ça c'est le tissu classique de la lame basale, mais on trouve aussi des fois un élément qui est en quantité plus importante. Là par exemple, vous avez toujours une substance fondamentale, c'est-à-dire ce qui baigne cette lame basale ici. Elle va varier selon les tissus, elle peut être gélatineuse, liquide ou solide. Quand elle est très riche en fibres, là on a par exemple un tendon, où on voit des cellules très petites, c'est ce qui est noté avec le numéro 3, c'est les fibroblastes, où on voit que le noyau, ici, avec au-dessus plein de fibres qui permettent d'avoir un tendon non pas du tout élastique, mais au contraire très rigide, qui va permettre de transférer le mouvement de la contraction musculaire au niveau du squelette. Ici, on a un exemple où la substance fondamentale va être rigide puisqu'elle va se calcifier. Vous avez ici un vaisseau sanguin, un nerf, et puis des petites cellules qui se trouvent là. Ce sont des ostéocytes qui donc fabriquent de l'os en envoyant une matrice minéralisée avec beaucoup de calcium. Et ce sont ces disques qui vont devenir jointifs, qui vont permettre d'obtenir la matière de l'os rigide. Donc les cellules ici ne sont pas jointives, mais la substance fondamentale qu'ils fabriquent rend le tout cohérent. C'est le cas aussi dans les tissus adipeux. Dans la graisse, on a bien des cellules adipeuses qui ont des grosses quantités de réserves, mais entre les cellules, on a cette substance fondamentale et les cellules ne sont pas jointives. Voilà. C'est ce qui va permettre de faire une liposuction par exemple et d'avaler quelques cellules sans blesser tout le reste du tissu. Enfin, c'est bien un tissu, même si la matrice est complètement liquide, c'est le cas du sang. Vous avez des globules rouges et des globules blancs qui sont unis par une substance fondamentale liquide, le plasma sanguin. Tout ceci sont donc des conjonctifs qui ont pour rôle de protéger et d'alimenter les autres cellules, protégées parce qu'ils contiennent la plupart du temps des globules blancs, et puis parce qu'ils contiennent aussi des vaisseaux sanguins permettant d'apporter tous les nutriments et les gaz respiratoires nécessaires aux organes. Ces organes, ça va être pour nous, pour les animaux, les tissus musculaires par exemple, qui permettent d'assurer des contractions cellulaires pour différentes fonctions. Soit les muscles squelettiques, c'est-à-dire qui tirent sur le squelette, ils permettent de tirer en longueur. Si vous raccourcissez un muscle, il va faire un effet levier sur le squelette et donc va faire actionner le squelette, ce qui va provoquer le mouvement. On parle de muscles squelettiques striés, puisque quand on l'observe au microscope, on voit plein de stries, et c'est l'espace entre ces stries qui va se réduire lors de la contraction, qui va permettre de réduire la longueur du muscle pour actionner le squelette. On voit ici un noyau, 2 noyaux, 3 noyaux, 4 noyaux. En fait, ceci c'est une seule cellule, mais qui possède plein de noyaux. Elle est issue de la fusion de plein de cellules en une seule cellule géante, permettant de réduire sa longueur, puisque c'est une cellule qui devient très longue. On peut aussi tirer non pas en longueur, mais en diamètre. C'est le cas par exemple de nos artères, les artérioles vont pouvoir s'ouvrir ou se réduire pour augmenter ou réduire le débit sanguin vers un organe. Et dans ce cas-là, les cellules sont beaucoup plus petites et ne possèdent qu'un noyau, et ont un arrangement beaucoup plus lâche. C'est aussi ces muscles qui vont entourer le tube digestif et qui vont le comprimer pour faire avancer les aliments le long du tube digestif. Voilà, c'est aussi le muscle de l'anus par exemple, qui est fait de cette façon-là, avec des muscles qui permettent de réduire en diamètre. Ce qui est typique, c'est bien ces cellules très allongées et très accolées les unes aux autres, mais par contre, là, on ne voit pas de stries. Donc on ne parle pas de muscles striés, mais de muscles lisses. Et enfin, on trouve aussi un muscle très important au niveau du cœur, c'est pour vider une cavité. Là, on retrouve les stries, mais on a des cellules particulières, beaucoup plus petites, qui ont un noyau par cellule, et qui ont cette forme caractéristique de Y, pour qu'on tire non pas simplement en 2 dimensions en longueur, mais aussi en 3 dimensions. Là, on voit très bien une forme de Y, et donc une jonction pour réduire le diamètre d'une cavité et expulser le sang un peu plus loin. Enfin, le dernier type de tissu, ce sont les tissus nerveux pour assurer la communication au sein de l'organisme. Pour ça,
on a le neurone que vous avez vu au collège, avec un corps cellulaire important qui possède le noyau de la cellule, des prolongements, les dendrites, sur lesquels d'autres neurones vont pouvoir se connecter pour apporter de l'information, puis la synthèse de cette information est faite et envoyée par l'axone vers plusieurs terminaisons neuronales, vers d'autres neurones ou bien vers un organe pour assurer une contraction musculaire par exemple, au niveau ici d'une synapse. Maintenant, on va enrichir cette notion de collège avec d'autres cellules qui accompagnent les neurones. Là, par exemple, ce sont les cellules de Schwann qui se mettent autour de l'axone du neurone pour accélérer considérablement la vitesse de transmission du message nerveux. La cellule de Schwann, c'est une des cellules gliales qui sont les deuxièmes cellules du tissu nerveux. Le tissu nerveux est fait d'à peu près autant de neurones que de cellules gliales. Si je vous montre voilà un tissu nerveux complet, on a bien notre neurone avec son corps cellulaire et son axone myélinisé avec les cellules de Schwann pour accélérer le message nerveux, des terminaisons synaptiques pour transmettre l'information, mais on a aussi cette espèce de tentacules noires ou blanches qui sont symbolisées ici ou là, qui ont des rôles de soutien. Les cellules gliales, ça vient de glu, ça permet la cohérence de tout ça, ça permet de maintenir des cellules comme les neurones qui sont extrêmement fragiles. Si on sectionne le neurone, plus de transmission électrique possible le long de son axone. En plus, il y a aussi une action nourricière puisqu'ils sont en contact avec les vaisseaux sanguins et vont transmettre tout ce dont ont besoin les neurones. Les cellules gliales sont là pour accompagner les neurones mais n'ont pas de rôle direct dans la transmission de l'information nerveuse. Donc le tissu nerveux, c'est bien des neurones et des cellules gliales. Si on fait un bilan, on a donc les tissus épithéliaux formés de cellules jointives, ce sont les cellules de type épithélial, et ça a une fonction de tissu de revêtement et de glandes. On en trouve un petit peu partout dans l'organisme, au niveau des glandes et de la peau par exemple. Le tissu conjonctif, lui, il est formé de fibres de cellules dissociées baignant dans une matrice qui peut être liquide, solide ou gélifiée. Ce sont des cellules propres à chaque tissu, donc on ne peut pas définir directement le conjonctif. Chaque organe ou chaque type d'appareil a des conjonctifs différents. Et on retrouve à l'intérieur de ces conjonctifs, plus ou moins développés, toujours des fibres, une substance fondamentale, des globules blancs pour protéger, des vaisseaux sanguins pour apporter alimentation et gaz respiratoire, et des cellules de réserve comme les cellules adipeuses. Le tissu musculaire, il est composé de cellules capables de se contracter. Ce sont des myocytes. Myo, ça veut dire muscle, et cytes, cellules. Et leur rôle, c'est donc de se contracter. Selon qu'on voit des stries et des grandes cellules avec plusieurs noyaux, dans ce cas-là, on est dans un muscle squelettique strié. Ou bien, quand ces stries sont dans des petites cellules en forme de Y, on est dans du muscle cardiaque. Quand on ne voit pas les stries et qu'on voit des longues fibres allongées, en général quand on voit la coupe de l'organe, on voit que c'est circulaire, là on est dans un muscle lisse, qui va réduire le diamètre d'une artère ou d'un organe. Et enfin le tissu nerveux, il contient des cellules capables de transporter un signal sous forme d'influx nerveux, ce sont les neurones, mais aussi de cellules qui soutiennent et qui permettent d'accélérer les messages nerveux, ce sont les cellules gliales. Et voici un tissu nerveux, on se rend compte qu'il y a des neurones, mais il y a tout un tas d'autres cellules qu'on ne voit pas et des liens qui sont faits avec les vaisseaux sanguins pour permettre la formation d'un réseau complexe de communication qui permet de stocker la mémoire, d'établir l'intelligence, etc., etc. Voilà le point que vous deviez avoir sur les tissus.